Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons évidemment parler des marches du 22 mars. Nous allons parler des polémiques sur l'antisémitisme que nous font à la fois le gouvernement et l'extrême droite. Nous allons parler de la situation dramatique en Palestine et particulièrement à Gaza. Nous allons parler du gel budgétaire historique qui se fait en France et puis des embrouilles dans le gouvernement générique. Alors, je veux commencer par ce que les médias et le gouvernement essayent absolument d'invisibiliser, c'est-à-dire le succès des marches du 22 mars. Le 22 mars, il y a des marches qui sont organisées chaque année, et chaque année, malheureusement, ce sont un très petit nombre de personnes qui se rassemblent, c'est-à-dire quelques milliers de personnes uniquement à Paris, autour des collectifs des travailleurs sans papier que nous soutenons et dont nous demandons la régularisation. Cette année, nous avons réussi pour la Journée internationale de lutte contre le racisme à ce qu'il y ait 200 manifestations qui se passent partout dans le pays à l'appel de centaines d'organisations et notamment de la France insoumise. Et ces marches ont été un immense succès alors que depuis des jours et des jours, d'aucuns cherchaient à la salir et à faire en sorte que les gens ne sortent pas dans la rue. Eh bien, les gens sont sortis massivement puisqu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont défilé partout dans les rues avec la jeunesse qui était présente en masse pour dire à la fois non au racisme, non à l'extrême droite et pour refuser qu'on divise le peuple français. Le message qui a été porté ce samedi 22 mars, c'est « Nous ne laisserons pas diviser par le poison du racisme ». Et ce message est particulièrement important au moment où, ce samedi, il y a eu une agression extrêmement grave envers le rabbin d'Orléans qui a été agressé, tapé, mordu même devant son fils de 9 ans parce qu'il était juif. Donc une agression antisémite qui, à chaque fois qu'elle se produise, quand quelqu'un est pris à partie du fait de ses convictions religieuses, du fait de son origine réelle ou supposée, du fait de son orientation sexuelle, à chaque fois nous trouvera à ses côtés. Et d'ailleurs, les Insoumis ont marché aux côtés de nombreux citoyens et citoyennes à Orléans mardi dernier pour refuser ces agressions antisémites et ces agressions racistes. Je dis ces agressions parce que ce qui s'est passé avec le rabbin d'Orléans est inacceptable, tout comme il est inacceptable, et d'autant plus inacceptable peut-être que personne n'en parle dans le pays, que des concitoyens soient pris à partie parce que musulmans, parce que arabes, parce que noirs, et je pense notamment à Jamel Benjabala qui l'été dernier s'est fait écraser à 3 reprises, assassiné par un militant d'extrême droite de la Brigade française patriote. Brigade française patriote, donc avec son assassin qui détenait 20 armes chez lui et qui l'a écrasé à 3 reprises sous les yeux de sa fille de 10 ans. Eh bien, personne ne parle de Jamel Benjabala, et pire que ça, alors que nous l'avons demandé à de multiples reprises, notamment en conférence de presse avec la famille, pire que ça, le gouvernement refuse toujours d'organiser la dissolution des brigades françaises patriotes qui compteraient plusieurs centaines de personnes, notamment de militaires qui seraient en détention d'armes, notamment d'armes de guerre, qui menacent directement et qui sont un danger direct pour l'unité du peuple français. Je le dis, à chaque fois, nous nous tiendrons aux côtés de ceux qui sont agressés du fait de leurs convictions religieuses, et nous l'avons fait aussi pour le rabbin d'Orléans, puisque nous avons posé une question au gouvernement. Alors, tous ceux qui, depuis cette agression, instrumentalisent l'agression antisémite qui a eu lieu à Orléans pour pointer du doigt la France insoumise sont des irresponsables. Ils sont irresponsables quand on commence par l'extrême droite, Marine Le Pen en tête, qui pointe la France insoumise comme étant responsable directement du passage à l'acte d'actes antisémites en expliquant, comme le font maintenant les médias et les responsables politiques depuis des mois et des mois, que la France insoumise serait antisémite. Marine Le Pen n'a aucune leçon à nous donner sur les questions d'antisémitisme. D'abord parce que nous nous rappelons que son parti a été fondé par des Waffen-SS, parce que nous nous rappelons que Marine Le Pen, encore récemment, disait suite à la mort de son père, Jean-Marie Le Pen, que le plus grand regret de sa vie était d'avoir exclu son père du Rassemblement national, Front National à l'époque, et ce, alors que Jean-Marie Le Pen a été multi-condamné, notamment pour incitation à la haine raciale, et même pour négation de crimes contre l'humanité. C'est ce qu'il avait dit sur les chambres à gaz, qui serait un détail de l'histoire, je cite ce que disait Jean-Marie Le Pen.
Et cet antisémitisme n'a pas disparu du Rassemblement national. Non seulement ils ont été fondés par des collaborateurs du régime de Pétain, qui a livré directement des Juifs à l'Allemagne, mais en plus de cela, vous trouvez toujours sur les bancs du Rassemblement national Frédéric Boccaletti, qui avant d'être député du Rassemblement national était un libraire négationniste, mais aussi 15 députés du Rassemblement national, qui se trouvent sur 2 groupes Facebook dont nous avons maintes fois parlé ici et dont les médias ne parlent absolument jamais, qui contiennent non seulement des appels au meurtre contre toutes les personnes noires et arabes de ce pays, des appels à assassiner Emmanuel Macron, à exploser des mosquées, mais aussi des propos antisémites. Et je vous laisse imaginer si, comme présidente de groupe, j'avais un seul de mes députés qui se trouvait dans un tel groupe abject, évidemment, ce serait en une de l'ensemble des médias et personne n'en parle, ni à Jordan Bardella, ni à Marine Le Pen. Mais on peut continuer, par exemple, dans les candidats aux législatives du RN, il y avait Louis-Joseph Péché, qui était candidat en Meurthe-et-Moselle, qui a par exemple tweeté « Juif qui parle, bouche qui ment », ce qui est clairement antisémite. De même, vous avez Ludivine Daoudi, qui était candidate, elle, dans le Calvados, qui s'est fait photographier avec une casquette nazie. Et vous avez même des gens qui ont été élus à l'Assemblée nationale, aux côtés notamment de Frédéric Boccaletti, comme Patrice Martin de Seine-Maritime, qui, lui, relaie des publications de sites directement antisémites. Donc, Marine Le Pen n'a aucune leçon à nous donner. Mais ce qui est grave, c'est que le gouvernement, lui aussi, embraye derrière pour expliquer que la France insoumise serait antisémite. Aurore Berger en tête, celle qui a commis un parjure sur la question du lobby des crèches privées en commission d'enquête, et qui explique tranquillement que le problème de l'antisémitisme en France tient en 3 lettres, LFI. Donc, dans une indignité absolument totale. Je rappelle que les macronistes sont directement responsables depuis 7 ans et demi qu'ils sont au pouvoir de n'avoir rien fait pour lutter contre toutes les formes de racisme. Et notamment, je rappelle que sous l'autorité de Matignon et du Premier ministre, il y a ce qu'on appelle la DILCRA, donc qui est la direction interministérielle sur la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme et contre la haine sur les personnes LGBT, et que pendant 8 mois, le poste à la tête de la DILCRA a été vacant, c'est-à-dire que la personne directement sous l'autorité du Premier ministre qui devait organiser les grands plans dont il parle à chaque fois contre le racisme et contre l'antisémitisme, eh bien, il n'y avait absolument personne pour mener ce travail-là. Et ensuite, il nous explique qu'il lutterait réellement contre l'antisémitisme et contre le racisme. Mais pire que ça, c'est un gouvernement qui directement fait monter le racisme dans ce pays, qui le fait monter avec évidemment la figure de proue qui est Monsieur Retailleau, qui parle non seulement de français de papier, des belles heures de la colonisation, de régression vers les origines ethniques, mais aussi par exemple de Valls, qui explique que les personnes qui seraient antisémites dans ce pays, ce sont les personnes de confession musulmane, donc qui prétend lutter contre un racisme en propageant un autre, ce qui est proprement inadmissible et indigne. Et donc, nous n'accepterons là aussi aucune leçon de leur part. Et c'est même un gouvernement qui est incapable de dire un mot, non seulement pour Jamel Benjabala, dont je parlais juste avant, mais qui est incapable même de condamner, d'avoir un mot pour les victimes lorsque des militants se font poignarder en plein Paris par des nervis cagoulés et armés qui crient « Paris est nazi ». Donc, ce gouvernement a une responsabilité directe dans ce qui est en train de se passer, dans l'augmentation des actes antisémites et dans l'augmentation des actes racistes sur lesquels ils n'ont jamais un mot, notamment sur la question de l'islamophobie. Et pire que ça, ils jouent un jeu extrêmement dangereux lorsque ils qualifient d'antisémites toutes les voix qui s'élèvent contre le génocide en cours en Palestine. Alors on peut refaire la liste, le secrétaire général de l'ONU serait antisémite, l'ONU tout entière serait antisémite, le pape serait antisémite, De Villepin serait antisémite, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et beaucoup d'autres. Bon. Pourquoi est-ce que c'est un jeu dangereux? D'abord parce qu'en faisant cela, ils veulent assimiler ce que nous refuserons toujours, les personnes de confession et de culture juive dans notre pays, à la politique d'extrême droite de Netanyahou, qui est une politique génocidaire, et c'est attesté par nombre de rapports, et notamment encore la semaine dernière par un rapport de l'ONU, qui est une politique génocidaire contre le peuple palestinien. Et donc, assimiler les deux est extrêmement dangereux. Et moi, je veux saluer notamment Tzedek et l'Union juive pour la paix, qui, ici en France, aux côtés de beaucoup d'autres personnes de confession juive et de culture juive, disent pas en notre nom. Nous ne sommes pas solidaires et nous ne serons jamais solidaires du gouvernement génocidaire de Netanyahou. Ça, c'est la première chose qui est très grave dans ce qu'ils sont en train de faire et qui même, je vais dire, est dangereuse parce qu'elle peut même faire augmenter l'antisémitisme dans notre pays. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est que, en fait,
cela vise uniquement à flétrir des adversaires politiques, à être utilisé comme une arme contre les adversaires politiques, notamment pour les faire taire sur la lutte contre le génocide et pour le droit international. Et cela n'est pas acceptable. Donc, je le dis haut et fort. Ceux qui nous font des leçons, alors que ce sont les mêmes, si on reprend le gouvernement, qui, comme Monsieur Darmanin par exemple, disait dans un de ses livres, Napoléon s'est intéressé à régler les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de juifs en France, c'est-à-dire où il fait l'apologie des politiques anti-juifs de Napoléon. Tout cela n'ont aucune leçon à nous donner. Et nous sommes à cet instant avec aux côtés des centaines de milliers de manifestants qui manifestaient encore ce samedi, les gardiens de l'unité du peuple de France, qui n'accepteront jamais qu'on essaye de trier les gens selon leur religion, leur origine, leur orientation sexuelle ou leur genre, parce que c'est ça qui est en jeu. Et je crois que tout le monde comprend à quel point la stratégie qui est menée par ce gouvernement, qui ne cesse de courir après l'extrême droite, qui ne cesse de vouloir parler, par exemple, de la pratique sportive des femmes qui portent le voile, de la possibilité pour elles d'accompagner les sorties scolaires, qui crée des blessures extrêmement profondes sur des millions de nos concitoyens binationaux avec le peuple algérien et les peuples de la Méditerranée en provoquant une escalade irresponsable avec l'Algérie de l'autre côté de notre mer commune. Eh bien, tout cela sont des incendiaires et cela se voit notamment puisque vous avez non seulement Monsieur Attal, ancien Premier ministre français, qui s'est rendu encore il y a peu aux côtés des génocidaires en Israël, alors que les bombardements venaient juste de reprendre sur Gaza, je vais en reparler. Mais vous avez mercredi soir une soirée qui va se tenir qui s'appelle « Pour la République, la France contre l'islamisme », qui est une honte absolue. Cette soirée est organisée par un collectif qui s'appelle « Agir ensemble », qui a été créé après le 7 octobre et qui appelle à combattre l'islamisme tel un dôme de fer. Cela émane directement du lobby pro-Netanyahou, Elnet, et son directeur France est quelqu'un qui, en décembre 2023, a déclaré « Tous les médecins, tous les journalistes, tous les humanitaires, tous les fonctionnaires des organisations internationales qui vivent à Gaza sont des agents du Hamas, tous. Donc, en fait, tous sont responsables de la situation et donc ont bien mérité du génocide qui est en cours contre le peuple palestinien. Vous trouvez d'autres organisateurs, en plus de Agir Ensemble dont je venais de vous parler. Vous avez par exemple le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme, qui est directement financé par Pierre-Édouard Stérin, qui finance l'extrême droite pour qu'elle arrive au pouvoir. Mais vous avez aussi Dhimmi Watch, qui est une organisation fondée en 2019, qui dit combattre l'ensemble des lois et des discriminations imposées aux non-musulmans depuis le Moyen-Âge et qui est convaincu qu'il y a un complot en Europe pour transformer l'Europe en colonie islamique, avec une des thèses qui est mise très en avant par cette association, qui est la thèse Eurabia, qui est une des inspirations directement citées par le Norvégien qui a commis des actes terroristes d'extrême droite, Anders Breivik. Vous avez aussi dans les organisateurs de cette magnifique soirée le Laboratoire pour la République de Jean-Michel Blanquer, créé pour la lutte contre le wokisme. Et dans les personnes qui sont présentes, vous aurez donc des représentants du gouvernement, notamment avec le ministre de l'Intérieur, l'inénarrable Bruno Retailleau qui sera présent, mais aussi Manuel Valls, celui qui vient de dire encore récemment la haine des Juifs vient essentiellement du monde arabo-musulman en France comme ailleurs. Vous aurez évidemment Jean-Michel Blanquer, Caroline Yadan, qui est la députée des Français de l'étranger, notamment pour Israël, Raphaël Enthoven, qui disait que face entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, il voterait évidemment pour Marine Le Pen, Eugénie Bastier, qui parle de l'avortement comme un homicide, ou encore la militante Fadila Maroufi, qui elle écrivait par exemple « Qu'est-ce qui a changé depuis le 7 octobre? C'est que maintenant on me croit un peu plus quand je disais « La seule chose que les musulmans regrette, c'est qu'Hitler n'ait pas terminé ce qu'il a commencé. » Et elle disait aussi que le QI des Noirs était inférieur au QI des Blancs. Voilà qui va être à cette soirée, qui est censée être une soirée pour la République contre l'islamisme, qui n'a absolument rien de républicain, parce que je rappelle que la République, c'est d'abord la devise qui nous unit toutes et tous, et cette devise, c'est liberté, égalité, fraternité, et que la République, justement, refuse à tout moment qu'on crée de nouveau une inégalité des races. La République refuse qu'on essaye d'imposer les thèmes d'extrême droite qui veulent recréer des guerres de religion, qui veulent imposer
leur idée des chocs de civilisation et qui veulent ainsi mener soit à la guerre civile, soit à remigrer les gens, comme le propose par exemple l'extrême droite allemande. Voilà ce qui est en train de se passer, voilà le danger que nous sommes en train de vivre. Alors, c'est d'autant plus insupportable qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que les accusations d'antisémitisme sont utilisées contre nous, mais pas seulement d'ailleurs contre nous, contre beaucoup des partis progressistes partout dans le monde. Alors pour cela, il faut lire ce que disait Louis Alliot lui-même, donc du Rassemblement national, en 2013. Il disait « C'est l'antisémitisme qui empêche les gens de voter pour nous », donc pour nous l'extrême droite. À partir du moment où vous faites sauter ce verrou idéologique, vous libérez le reste. Donc ceci est une attaque qui est organisée partout pour expliquer que l'extrême droite ne serait plus antisémite. C'est d'ailleurs ce que Darmanin a directement affirmé au Sénat en disant qu'il n'y avait plus d'antisémitisme à l'extrême droite et que les antisémites, ce seraient en fait les antiracistes et les personnes de confession musulmane dans ce pays. Et il faut comprendre le danger de ce que ça veut dire. L'idée, c'est effectivement de faire sauter le dernier verrou qui pourrait empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc ces gens jouent un jeu extrêmement dangereux en faisant cela, et ils n'ont qu'à lire les propres rapports qui sont faits par exemple par la commission consultative sur les droits humains. Cette commission consultative dit très clairement que si l'antisémitisme existe partout dans la société et dans toutes les organisations, elle reste ultra majoritaire à droite et même très majoritairement présente à l'extrême droite. Voilà ce que disent des rapports qui sont des rapports officiels d'organismes indépendants et avec l'idée que les fascistes aiment faire, qui est l'idée de la post-vérité, où en fait on crée un grand confusionnisme, où d'un coup les antiracistes deviendraient des racistes, les antifascistes deviendraient des fascistes, et ainsi on entretient une confusion qui permet derrière de blanchir l'extrême droite de ce qu'elle fait. Alors pour utiliser ça, ils disent que c'est merveilleux, par exemple, que Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen vont se rendre en Israël cette semaine, à partir de mercredi, pour participer à un grand colloque contre l'antisémitisme. Alors bon, première chose, évidemment, les médias ne diront jamais que, par exemple, ce n'est pas la France insoumise qui soutient Trump, c'est Jordan Bardella, vous vous rappelez, il avait été aux États-Unis, puis avait renoncé à aller à cette grande réunion des réactionnaires puisque Steve Bannon avait fait un salut nazi qui faisait suite au salut nazi qu'Elon Musk avait fait, et que par exemple c'est Trump qui fait que dans des milliers d'établissements scolaires aujourd'hui aux États-Unis, à la fois le journal d'Anne Frank est interdit, mais aussi la BD Maos sur la question de la Shoah, aux côtés d'autres livres de Toni Morrison, de 1984 et de beaucoup d'autres. Ce n'est pas la France insoumise qui les soutient, c'est directement Jordan Bardella. Et un jour, il faudra lui poser la question de savoir ce qu'il pense de ces politiques qui sont faites. De même, ce n'est pas la France insoumise qui soutient et qui applaudit l'AfD à quatre mains, comme le fait Madame Marion Maréchal Le Pen, l'AfD, donc l'extrême droite allemande, qui, je vous l'avais raconté, fait des campagnes qui font directement référence à des campagnes qui avaient été menées par le NSDAP, donc le parti nazi, dans les années 20-30, où ils allaient voir des personnes juives en leur donnant des billets de train destination Jérusalem, comme aujourd'hui l'AfD donne des billets d'avion factices à toutes les personnes non blanches en Allemagne pour leur expliquer qu'ils devraient se remigrer à l'étranger. Alors c'est intéressant de voir qui va être présent à ce grand colloque sur l'antisémitisme en Israël qui a repris le génocide à Gaza. Alors il y aura d'abord Hermann Tertsch qui est eurodéputé de Vox, donc l'extrême droite espagnole. Donc Vox qui est héritière du franquisme, dont les membres de Vox ont des sympathies par exemple pour la néo-nazie et phalangiste Isabel Peralta qui dit, je cite, « L'ennemi sera toujours le même bien que portant des masques différents, le juif », avec un slogan de campagne de Vox, pour bien comprendre qui est ce parti d'extrême droite, qui s'appelle « La Reconquista », qui fait directement référence au mythe historique ayant mené à l'expulsion en 1492 des musulmans et des juifs d'Espagne. Hermann Tertsch, c'est un défenseur du régime de Franco et un fils d'un proche du chef de presse du régime nazi à Madrid. Voilà avec qui, par exemple, Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen seront pour lutter contre l'antisémitisme. Vous comprenez que avoir des gens qui sont aussi ouvertement antisémites ne permet en rien de lutter contre l'antisémitisme.
Mais il y aura aussi l'eurodéputée hongroise Kinga Gál, qui représente l'extrême droite hongroise. Extrême droite hongroise qui, par exemple, a dénoncé un complot juif visant à promouvoir l'immigration. Avec Viktor Orban, Premier ministre de Hongrie, qui fait partie du même parti que Kinga Gál, qui, par exemple, sur le plan européen d'économie de gaz, disait « Je ne vois pas comment ils peuvent contraindre les États membres, quoi qu'il existe un savoir-faire allemand dans ce domaine, comme le passé l'a montré, faisant référence aux chambres à gaz. » C'est aussi celui qui a réhabilité une figure de l'ancien régent du Royaume de Hongrie qui avait fait voter les premières lois antisémites et qui a par ailleurs une obsession contre les personnes LGBT. Il vient par exemple d'interdire par une loi la Pride en Hongrie. Donc, vous voyez bien que ceux qui vont être présents avec Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen sont en fait tout simplement des antisémites qui vont aller à un colloque contre l'antisémitisme et que l'extrême droite reste toujours intrinsèquement antisémite et il n'y a rien d'étonnant à ce que l'extrême droite israélienne invite l'extrême droite française. Donc ce colloque se tiendra en Israël, juste à côté notamment de Gaza et de la Cisjordanie, où le génocide a repris de plus belle. Je vous avais expliqué notamment que Netanyahou avait un enjeu interne à recommencer le génocide, puisqu'il a à la fois son procès de corruption, la femme de Netanyahou qui est sous l'ouverture d'une enquête criminelle, qu'il a un problème de budget avec une explosion du budget militaire qui a fait dévaler et s'effondrer le PIB israélien, plus des manifestations monstres, notamment du fait qu'il essaye de limoger le directeur du renseignement et qui mène des enquêtes contre des députés de Netanyahou et qu'il essaye de limoger aussi la procureure générale qui s'est opposée justement au fait qu'il fasse quitter son poste au directeur du renseignement. Donc depuis, il y a des manifestations monstres en Israël, avec notamment samedi dernier 100 000 Israéliens qui ont défilé au slogan de démocratie. Ça interroge au-delà même de la position de Netanyahou sur pourquoi est-ce qu'il doit impérativement continuer le génocide pour se maintenir au pouvoir. Ça interroge aussi sur le fait qu'un État qui commet un génocide, comme le fait Israël depuis maintenant 17 mois, ne peut pas rester une démocratie. Lorsque vous commettez un génocide, c'est non seulement votre propre humanité qui est attaquée, mais aussi les propres principes démocratiques qui ne peuvent pas résister au génocide qui est en cours et à la déshumanisation. Donc cela explique pourquoi est-ce qu'il recommence le génocide avec tant de force. Alors le génocide reprend d'une manière qui est absolument dramatique puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont d'ores et déjà été tuées depuis la rupture de la trêve par Israël. Avec beaucoup d'enfants et des images absolument insoutenables qui nous parviennent de Gaza, des journalistes de nouveau qui sont visés, notamment avec 2 journalistes qui ont été tués, et du passage à tabac, notamment de Hamdan Balal, qui était un des co-réalisateur du film No Other Lands qui vient d'être oscarisé, donc vainqueur d'un Oscar sur le meilleur film étranger, qui a juste été passé à tabac, enlevé par l'armée israélienne sans que plus personne de ses proches n'ait de nouvelles et qui a fini par être relâché, mais qui a été donc arrêté dans des conditions qui sont intolérables et qui montrent aussi que non seulement Netanyahou veut détruire, exterminer le peuple palestinien, mais il procède aussi à un génocide culturel. Et on l'avait dit depuis longtemps, notamment quand de célèbres poètes israéliens avaient été tués. Donc non seulement on tue et on vise les journalistes parce que comme cela, on permet de ne plus avoir de nouvelles de ce qui se passe à Gaza, que le génocide se passe en silence. Non seulement on vise les soignants pour que les gens ne soient pas soignés, mais aussi et surtout les infrastructures qui permettent notamment aux femmes de pouvoir accoucher. Et donc on atteint à la génération future des Palestiniens, ce qui est un acte constitutif de génocide qui a été reconnu. Mais en plus de ça, on attaque les voix de la Palestine, la culture de la Palestine. Par exemple, les archives de Gaza ont été quasiment entièrement détruites, comme si on voulait détruire la mémoire et le passé du peuple palestinien. Et c'est la même chose qui se passe avec Hamdan Balal, lorsque on essaye là aussi de faire taire un co-réalisateur d'un documentaire qui vient de recevoir un Oscar. C'est aussi une manière, là aussi, de museler les Palestiniens. Et face à cela, là aussi, il est très important de dire que quoi qu'il nous en coûte, nous continuerons à lutter contre le génocide en Palestine. Quoi qu'il nous en coûte, nous continuerons à porter haut et fort la voix de la paix et du droit international. J'en profite pour dire quand même un mot de solidarité aussi sur
pour le peuple turc qui est en mouvement de manière très forte depuis que le maire d'Istanbul a été arrêté, qui était l'opposant numéro 1 à Recep Tayyip Erdogan, qui a été non seulement arrêté mais aussi déchu de son diplôme. Or, il faut un diplôme pour pouvoir se présenter à l'élection. Donc, pour pouvoir l'empêcher ainsi de se présenter à l'élection. C'est quelqu'un qui avait reçu 13 millions de voix à la primaire de son parti. Et il y a maintenant des vagues de manifestations malgré une répression extrêmement forte, puisque depuis mercredi dernier, il y a eu 1400 arrestations en Turquie, dont d'ailleurs des journalistes, dont un photographe de l'AFP et une répression très forte. Vous vous rappelez peut-être qu'en 2013, il y avait eu un énorme mouvement populaire qui s'appelait le mouvement Gezi, issu du parc Gezi avec des millions de manifestants et 7 personnes qui étaient mortes. De nouveau, le peuple turc se soulève contre le coup de force d'Erdogan et de son parti et nous leur souhaitons en tout cas beaucoup de solidarité. Et la France, là aussi, doit parler haut et fort pour faire cesser ces atteintes à la démocratie qui sont absolument inacceptables. Alors, je continue sur la situation française. Parce que la situation française est la suivante. Il se trouve que, vous vous rappelez, nous avions d'ores et déjà dit que le budget qui a été passé en force par 49.3 par le gouvernement illégitime de Bayrou Retailleau est le gouvernement le plus austéritaire du 21e siècle, jamais vu depuis 25 ans. Eh bien, le gouvernement, là, a décidé, sans aucun débat, sans aucun vote, de geler 9 milliards de crédits supplémentaires, dont 1 milliard sur la sécurité sociale, ce qui veut dire que là encore, nous allons rentrer dans une austérité encore plus forte, si c'est possible, alors que l'ensemble des services publics de ce pays sont en train de s'effondrer. Les 1 milliard sur l'assurance maladie, il faut imaginer ce que ça veut dire quand vous avez par exemple déjà 40%, donc plus d'un Français sur 3 qui renonce régulièrement à des soins, quand vous avez aussi un Français sur 2 avec des problèmes de santé mentale qui ont des problèmes d'accès aux soins. Donc ça veut dire que déjà sur une situation extrêmement compliquée, déjà avec une austérité très forte, on enlève encore 1 milliard. Mais alors ce qui est intéressant, en plus de mettre la France en récession, en plus d'avoir une situation catastrophique et de ne pas savoir si de nouveaux gels seront faits, ce qui est un problème démocratique énorme, eh bien il se trouve que les 1 milliard qui sont retirés à l'assurance maladie, c'est ce que le Parti socialiste avait dit qu'ils avaient obtenu pour la non-censure du gouvernement Bayrou Retailleau. Donc ça commence à faire beaucoup. Je rappelle que le Parti socialiste, au départ, avait dit qu'il censurait le gouvernement, tout gouvernement, si ce n'était pas un gouvernement du Nouveau Front Populaire. Ce n'est pas un gouvernement du Nouveau Front Populaire puisque c'est Bayrou Retailleau. Ensuite, ils avaient dit qu'ils censuraient ce gouvernement si la réforme de la retraite à 64 ans n'était pas abrogée, celle qui n'a jamais été votée, puisqu'elle a été imposée là aussi par 49.3, et qui a été battue largement dans les urnes en juin et en juillet dernier. Eh bien, cette réforme des retraites ne sera pas abrogée, puisque le gouvernement prend prétexte de la situation internationale pour refuser l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. Et donc, le conclave que nous dénoncions dès le début est en fait une arnaque totale, puisque la CGT en est partie, FO en est partie, des syndicats très représentatifs n'en faisaient déjà pas partie au départ, et donc ne mènera absolument à rien, puisque le gouvernement refuse d'abroger ce vol de 2 ans de vie au peuple français. Donc, deuxième point sur lequel ils avaient dit qu'ils censuraient immédiatement, eh bien, il ne s'est rien passé. Ensuite, ils avaient dit qu'ils censuraient si François Bayrou ne s'excusait pas de la question de submersion migratoire. Alors, non seulement il s'excuse pas, mais en plus, il ne cesse dans les mots avec ses ministres, mais aussi dans les actes, notamment en touchant à la circulaire sur la régularisation, de faire la même politique que l'extrême droite. Et puis, ensuite, quand on regarde, bon, donc retraite, ils n'ont rien obtenu. La question des prix de l'électricité, qui était notamment quelque chose qui était porté de manière très forte par le Rassemblement national comme étant un motif de censure. Bon, à la fin, on sait que les factures vont augmenter de manière très forte alors qu'elles ont déjà explosé en quelques années et que à la fois les petites entreprises et les familles n'en peuvent plus. Elle va augmenter encore de 19% en moyenne en janvier 2025. Donc, ça veut dire à peu près 250 € en plus en moyenne sur les factures d'électricité, sur des millions de Français et de Françaises qui sont d'ores et déjà pris à la gorge par les prix de l'électricité. Ils n'en ont rien fait et le RN n'a toujours pas censuré. Merci le RN et merci le PS qui laisse ce gouvernement continuer. Et de même sur les questions qu'ils auraient
obtenus sur le budget, et bien là, puisque nous avons un gel de crédit, vous voyez bien qu'ils n'auront absolument rien eu. Et à la fin, il y a une baisse de 5 milliards d'euros sur les hôpitaux. Il y a une baisse sur l'éducation nationale au point qu'il y a 5000 fermetures de classes. Il y a une baisse de 1,5 milliard sur l'université, une baisse de 2,5 milliards sur le budget, une baisse de 600 millions sur l'agriculture, etc., etc. Voilà le bilan pitoyable de ceux qui ont laissé ce gouvernement continuer. Alors là se repose la question de la censure. Et elle se repose, et nous avons dit, j'ai interpellé à la fois les communistes et les écologistes en leur proposant de déposer une motion de censure spontanée au titre de l'article 49.2. Soit vous répondez à un 49.3 par une motion de censure. S'il n'y a pas de 49.3, vous pouvez en déposer une de manière spontanée, mais chaque député ne peut en signer que 3 dans une législation. Donc nous le ferons uniquement si les autres sont d'accord pour nous donner des signatures, sinon nous ne pouvons plus ensuite être autonomes sur la suite, et surtout si le Parti socialiste s'engage à la voter, parce que nous n'avons pas abandonné de faire chuter ce gouvernement qui est dangereux pour l'unité du peuple français, qui est dangereux pour la situation économique et qui est dangereux évidemment face aux plus grands défis du XXIe siècle, en plus d'être un danger pour la démocratie. Alors, je veux vous dire que cette censure est possible. Elle est possible notamment parce que dans le gouvernement actuellement, ce n'est pas la bonne entente et la grande forme. Je vous donne 2 exemples de l'ambiance excellente qu'il y a dans le gouvernement actuellement. Vous avez entendu parler du port du voile dans le sport, ce qui est une aberration absolue auquel nous nous opposerons si cette loi venait à arriver dans l'hémicycle. Et je le dis, une loi faite par un raciste sur une loi raciste est une loi qui ne se discute pas, mais qui se combat. Il se trouve que à l'intérieur du gouvernement, c'est un texte qui fait y compris débat dans le gouvernement, et c'est évidemment Darmanin et Retailleau qui sont en tête. Darmanin ayant été jusqu'à dire qu'il pourrait démissionner si François Bayrou et le gouvernement n'acceptaient pas d'interdire le port du voile dans la pratique sportive. Alors évidemment, ça donne lieu à des surenchères. Par exemple, Chenu et l'extrême droite disent maintenant qu'ils veulent interdire le voile partout dans l'espace public, y compris dans les rues. C'est juste le contraire absolu de la laïcité, qui est, je le rappelle, non pas une liste d'interdits comme ils essayent de nous faire croire, interdit de porter des abayas, interdit de porter le voile, interdit de je ne sais quoi, mais qui est au contraire ce qui garantit depuis la loi de 1905 la liberté de culte, la liberté de conscience et donc la liberté de croire et de ne pas croire, et qui nous permet de vivre toutes et tous ensemble. Donc c'est une instrumentalisation de la laïcité qui est absolument abjecte. Vous remarquerez que comme Darmanin agite le spectre de la démission, vous aviez Retailleau qui avait fait la même chose sur la question de l'Algérie. Bon, qu'ils partent tous les deux, ça fera du bien au pays. Mais surtout, ils le font sur des sujets pour courir derrière l'extrême droite sur leur propre agenda personnel, en faisant du mal au pays, mais ne disent absolument rien quand, par exemple, Bayrou est toujours impliqué dans les affaires de Betaram et de plus en plus, et nous savons qu'il a menti, et il va être bientôt devant la commission d'enquête que nous avons gagnée avec Paul Vanier, qui en est un des co-rapporteurs, et que là, quelqu'un qui aurait couvert et n'aurait pas dénoncé des faits de pédocriminalité sur des enfants qui ont duré pendant des décennies dans l'établissement de Notre-Dame de Betaram avec une libération de la parole, là, évidemment, Darmanin et Retailleau n'ont absolument rien à dire puisque ça ne leur fait ni chaud ni froid. Alors, sur le port du voile dans le sport, il se trouve que Teddy Riner a réagi et que Teddy Riner a dit « Je crois qu'en France, on perd notre temps sur des choses et surtout, on se sert de certaines choses pour mettre la lumière là où il ne faut pas. Pensons plus à l'égalité qu'à s'acharner sur une seule et même religion, ce qui, après tout, est une parole de sagesse. » Et sur ce, la ministre des Sports a dit les sujets de radicalisation dans le sport sont un autre sujet que le sujet du port du voile et d'un signe religieux. Il y a des femmes qui exercent leur liberté religieuse comme la loi de 1905 l'y autorise dans notre pays. Que cela vous plaise ou non, c'est comme ça, elles ont le droit, et c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de démocraties. Donc elle s'est opposée à plusieurs reprises à l'interdiction du port du voile dans la pratique sportive, ce qui pourrait en plus conduire à écarter un nombre de femmes de la pratique sportive. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de l'ambiance, puisque Elisabeth Borne aussi avait dit qu'elle était contre au départ, pour ensuite dire pourquoi pas. Bon, en tout cas, ils sont en train de se diviser sur des sujets qui sont des sujets uniquement portés par l'extrême droite. Mais il s'est passé quelque chose qui est encore plus révélateur, je crois, en commission des affaires économiques cette semaine. Puisque vous savez, comme il y a des grands problèmes dans notre pays, notamment il y a de grands problèmes sur le nombre de gens qui ne se soignent plus, les 5000 fermetures de classes avec des occupations d'écoles partout dans le pays, de gens qui n'ont pas de professeurs remplaçants pour leurs enfants, vous avez des faillites
faillites d'entreprises à tout va, vous avez des salariés en lutte à tout va. Nous avions par exemple cette semaine les ouvriers de Renault et les syndicalistes de Renault qui se battent contre la baisse et la suppression d'effectifs à Renault et donc en fait à la fin sur le torpillage de l'activité automobile en France pour qu'on puisse garder une souveraineté sur la filière automobile en France. Mais bon, tout ça n'intéresse pas les macronistes. Ce qui les intéresse et dont ils pensent que c'est la grande priorité, eh bien, c'est de s'occuper du logement social à vie. Il faudrait interdire de rester à vie dans un logement social. Bon, ceci n'a absolument aucun sens puisque le logement social à vie n'existe pas. J'explique. Lorsque vous avez des revenus trop élevés, d'abord vous payez un surloyer, c'est ce qui permet aussi d'avoir une mixité dans les logements sociaux, et quand vous ne rentrez plus dans les plafonds, vous ne rentrez plus dans les plafonds. Donc le droit au logement social à vie n'existe pas. Ensuite, deuxième chose, là où c'est complètement ridicule, c'est que ce dont ils parleraient, donc les gens qui resteraient dans des logements sociaux quand ils ne devraient pas y être, on parle de 15 000 familles qui sont en train de cibler quand il y a 2,7 millions de familles qui attendent un logement social. Donc en fait, la question c'est comment est-ce qu'on construit du logement social dans ce pays? Comment est-ce qu'on bloque notamment les loyers pour faire en sorte que les gens arrivent à se loger parce que ça veut dire qu'on va juste expulser peut-être des gens du logement social. Vous savez que par exemple, c'est Kasbarian qui propose cette loi, vous savez le grand admirateur de Musk qui voulait aussi criminaliser et envoyer en prison des familles qui n'arrivaient pas à payer à temps leur loyer. Donc vous voyez le genre de personnage que c'est. Bon, donc qu'est-ce qu'il propose? C'est de juste virer des milliers de personnes du logement social qui n'arriveront pas à se loger dans le privé, et ce alors qu'il y a une explosion du nombre de gens à la rue, et notamment d'enfants à la rue, et qu'il y a plus de 750 personnes qui sont mortes l'année dernière dans les rues du fait d'une absence de politique du logement digne dans ce pays. Bref, donc cette proposition de loi n'a aucun sens. Alors que s'est-il passé? Nous nous sommes beaucoup mobilisés contre cette loi. Et les macronistes étaient absents, c'est-à-dire pas du tout assez nombreux. Et donc nous avons réussi à détricoter et à détruire cette loi. On a même été jusqu'à réussir à changer le titre de la proposition de loi, qui s'appelle désormais la proposition de loi visant à déstabiliser le logement social et à caricaturer les locataires. Donc c'est vous dire à quel point nous avons complètement détruit cette loi. Et il se trouve que la ministre de la Ville a réagi sur ce passage en commission et a dit « Je salue le rejet en commission de la proposition de loi Kasbarian, ancien ministre qui est macroniste, donc c'est une ministre macroniste qui parle, qui entendait expulser les locataires des logements sociaux dans les quartiers politiques de la ville lorsqu'ils voyaient leurs revenus augmenter. Les habitants des quartiers demeurent défavorisés socialement et s'ils vivent un peu mieux, tant mieux pour le quartier. Nous voulons de la mixité sociale, pas des ghettos. Cette proposition risquait d'accentuer l'assignation sociale à résidence. » Donc la ministre de la Ville prend la position que nous avons prise sur cette proposition de loi pour dire à quel point elle était dangereuse. Et bien sur ce, Guillaume Kasbarian fait ce tweet. Une ministre qui défend le maintien de ménages aisés dans le logement social au détriment de ceux qui en ont besoin. Une ministre qui se réjouit d'un rejet d'une proposition du socle commun soutenue par Matignon. Assister aux réunions interministérielles ou démissionner. Vous comprenez que l'ambiance dans ce gouvernement est au beau fixe et que la guerre entre les uns et les autres, notamment sur la succession de Macron et sur la suite lorsque le gouvernement Bayrou tombera, puisque certains comptent d'ores et déjà sur le fait que le gouvernement Bayrou va tomber, eh bien cette guerre est bien commencée et je vous assure que face à un bordel pareil, il est important que nous tenions bon à la fois sur le programme et sur les mobilisations qui doivent continuer. Et donc d'ores et déjà, la grande mobilisation que nous aurons de nouveau dans les rues, à la fois pour les travailleurs et travailleuses de ce pays et aux côtés des travailleurs et des travailleuses, mais aussi pour la paix, parce que plus que jamais le combat pour la paix continue d'être primordial, parce que plus que jamais le combat pour la paix est d'intérêt général, c'est évidemment le 1er mai et les insoumis et les insoumises seront partout dans le pays pour appeler à cette grande mobilisation, parce que seules les mobilisations populaires peuvent non seulement permettre de tourner la page de la Macronie, mais aussi de vaincre l'extrême droite. Alors force les amis, je sais que c'est dur en ce moment, mais vous savez, comme le chantait Léonard Cohen, dans toute chose il y a une brèche et c'est par là qu'entre la lumière. Alors creusons la brèche, force à vous et belle semaine.